La place de Limo. La place de Limo avec Julien Aussi, fondateur et dirigeant du réseau immobilier Espace Atypique. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Marie Cœur de Roy, notre spécialiste IMO, est également en plateau. Bonjour Marie. Bonjour Stéphane. C'est le début du MIPIM cette semaine à Cannes, le grand rendez-vous de l'immobilier. Dans quel état d'esprit aujourd'hui est le secteur immobilier après une année qui aura quand même été difficile? Pas forcément pour vous, on va en parler dans un instant. Mais bon, 2023 a été compliqué et là, avec les perspectives de baisse de taux des banques centrales, j'imagine que le sourire est en train de revenir. Tout à fait, on a eu effectivement une année 2023 qui était compliquée, on ne va pas revenir dessus, mais les perspectives sur 2024 sont plutôt bonnes, les acquéreurs sont de retour depuis début janvier, effectivement la perspective de baisse des taux est une bonne nouvelle. Bon, mais quand même, on va parler de ce que vous faites. On va dire ce qu'on s'est raconté tous. Quand on voit espace atypique, quand on voit écrit atypique, c'est ce qu'on dit d'un appartement mal foutu. Oh, c'est ce qu'on disait il y a quelque temps. Mais chez nous, l'atypique, c'est l'originalité, c'est le charme, c'est rare. Bah alors justement, on va décrire ce que c'est que l'atypique sur. Je vais sur la plateforme aujourd'hui, espace atypique. Qu'est-ce que je vois comme atypisme? Je vois quoi? Alors il y a des atypismes qui sont différents selon les régions, mais pour vous donner quelques exemples, un bien atypique ça peut être un loft, c'est ce à quoi on pense naturellement, un ancien atelier d'artiste, mais ça peut être aussi un appartement avec une cour, un jardin, une petite terrasse, ou une maison contemporaine, ou un bien qui a vraiment du caractère, ou une position absolument incroyable, avec une vue mer, une vue montagne. Donc tout ce qui est finalement rare et coup de cœur chez nous est considéré comme de l'atypique. De la personnalité, pardon Marie, oui. Pascal, on va passer la semaine ensemble. Oui, mais on va se marcher dessus. C'est sympa aussi. Mais l'idée, c'est quand même effectivement de savoir si ça peut être aussi un défaut que vous allez transformer en qualité. Est-ce que ça peut être ça? Parfois, l'atypique peut être un défaut, effectivement, mais on dit dans l'immobilier qu'il suffit d'un seul acheteur, et ce qui est un défaut pour une personne peut être une qualité pour une autre. Et ça se vend plus cher? En général, oui, parce que chez nous, l'atypique, ce sont des biens rares, donc ce qui est rare est plus cher, mais il peut y avoir aussi tous les types de prix. On ne sélectionne pas par le prix, ni par la localisation, donc selon les types de biens, les budgets changent. Alors j'ai regardé votre bilan 2023, les biens atypiques ont mieux résisté que le gros du marché, pour quelle raison? Parce que ce sont des biens de qualité. On est sur un segment haut de gamme, et finalement dans le haut de gamme, les propriétaires sont moins obligés de vendre, résistent mieux, et les biens de qualité, en gros, tiennent bien. Les prix n'ont pas baissé, hein? Chez nous, ils n'ont pas baissé. Ouais, alors après, on va dire quand même que globalement, ils n'ont pas suffisamment baissé par ailleurs non plus. Hein, donc de fait, ça. Mais moi, je suis quand même assez étonnée parce que, comment dire, évidemment, je suis une Parisienne et si j'avais les moyens d'acheter, je rêverais d'avoir ma petite maison sur la butte aux Cailles, par exemple. Enfin voilà, on a tous l'image, voilà. Mais par exemple, typiquement, un loft, c'est chouette, ça donne envie, mais quand on a des enfants, comme c'est mon cas, bah, aménager c'est galère. Enfin, vraiment, vous trouvez systématiquement des acheteurs pour ces biens-là, et puis. Est-ce que de ce que vous percevez comme une qualité, ça nécessite pas que vous interveniez pour le transformer? Parce que moi, c'est ça ma question, c'est est-ce que je peux arriver, moi, en tant que vendeur, avec n'importe quel bien, en vous disant, il n'y en a pas d'autre, bah eh oui, et pour cause, il est pourri. Enfin voilà, comment ça se passe quand vous accueillez dans votre portefeuille un bien, tout de suite vous percevez? Est-ce qu'il y a de l'aménagement à faire? Est-ce que... Tout à fait. Nous, on n'est pas, on est des agents immobiliers, donc on n'est pas là pour rénover les biens, mais on est capable de conseiller finalement le propriétaire de faire des aménagements ou l'acheteur qui veut se projeter, où il voit qu'il n'y a qu'une chambre, il veut en faire 2 ou 3. Il y a des possibilités d'aménagement. Quand on a un loft, on a des grands volumes, donc il est tout à fait possible de rediviser pour répondre à ses besoins, et chaque personne a des besoins différents. Et c'est vous qui allez orienter, typiquement, par exemple, je suis vendeur d'un loft et je vois qu'effectivement il n'y a pas de demande pour mon bien parce que je suis dans des tarifs qui s'adressent qu'à des familles et de fait, les familles, elles ont besoin d'une autre configuration, etc. Vous allez pouvoir être en mesure de dire aux vendeurs, il va falloir réaménager, il va falloir trouver de quoi rendre finalement cet atypisme séduisant. Après, tout dépend de l'aménagement. Si c'est un petit peu de rénovation légère, on peut lui conseiller. Mais après, tous les propriétaires ne souhaitent pas le faire ou n'ont pas forcément le budget. Donc ça va être côté acquéreur qu'on va avoir des préconisations d'architectes pour des aménagements possibles. Mais là, Marie soulève un point intéressant. Vous n'êtes plus qu'un simple intermédiaire pour la vente d'un bien. Il y a vraiment une mission de conseil. Tout à fait. On essaie d'aller au-delà de notre simple métier d'agent immobilier. Et parce que vous récupérez des trucs que les autres ne veulent pas, par exemple? Pas forcément, mais dans l'immobilier, je dirais, il y a toujours des biens qui sont en vente un peu chers quelque part, qu'on peut récupérer par ailleurs, ou quand on a certains concurrents ou confrères ont des biens atypiques et n'ont pas forcément la clientèle pour cela, et lorsqu'ils arrivent chez nous, parce qu'ils n'ont pas été vendus par les confrères, nous on va avoir la bonne clientèle. Et vos commissions sont les mêmes qu'ailleurs? Oui, tout à fait.
C'est une bonne question quand même. La clientèle, vous le dites, vous venez de le dire, ce sont des biens généralement qui s'adressent à des je veux dire, clients exigeants et avec un prix d'acquisition qui est élevé, on le disait. Est-ce que ce sont forcément des personnes fortunées ou en tout cas qui ont déjà un apport personnel important qui viennent vous voir ou est-ce que vous avez un petit peu tout le monde? Je veux dire, est-ce qu'il faut forcément se mettre un frein si on n'a pas un gros apport personnel dans la recherche d'un bien atypique? Alors, il ne faut pas se mettre de frein et moi j'ai toujours eu comme philosophie de ne pas sélectionner par le budget. On a des budgets qui vont de 100 000 euros à plusieurs millions d'euros. On va dans toutes les localisations. Donc c'est vraiment voilà, important pour nous. Donc quel que soit votre budget, quel que soit votre apport, vous trouverez un bien qui vous correspond chez Espace Atypique selon la taille et la localisation. Bon, on parle d'atypisme. L'atypisme, c'est aussi la vieille maison à rénover, l'espèce de vieux truc complètement délabré qui a énormément de cachets, tout ce qu'on veut, mais qu'il va falloir vraiment dépoussiérer. On pense aujourd'hui aux enjeux de rénovation thermique. Ça se passe comment chez vous? Est-ce que on a tout un tas de réseaux qui viennent nous voir et qui nous disent qu'ils ont des systèmes pour déclencher les travaux, aider les gens à mieux comprendre les systèmes, les MaPrimeRénov', les machins, les trucs. Comment ça se passe chez vous? Parce que vous devez en avoir un sacré paquet de passoires dans votre portefeuille de biens à vendre. Bien sûr, après toute une histoire de budget, quand on estime un bien, c'est compliqué d'estimer un bien atypique et lorsqu'il y a des travaux, la valorisation tient compte du fait qu'il va falloir faire une rénovation énergétique et complète. Et ensuite, ce seront les entreprises de l'acquéreur qui vont chiffrer tout ça pour transformer en un bel habitat. Mais vous voyez ces décodes justement sur des biens qui peuvent être effectivement coup de cœur parce que très beau, parce que chargé d'histoire, etc. Et vous arrivez à évaluer quand même la décote parce que il y a parfois une valeur qui est difficile à estimer. Est-ce que vous arrivez à le faire ça et à convaincre les vendeurs de ces espaces atypiques chargés d'histoire que finalement aujourd'hui la valeur verte elle a un poids qu'elle n'avait pas auparavant? Bien sûr, il y a des changements finalement. Parmi nos acquéreurs, une personne sur 10 qui va consulter une annonce sur notre site internet, juste consulter, va regarder le niveau de DPE. Je ne pensais pas que c'était à ce point-là. Et quel que soit le budget, même dans le luxe, les gens sont finalement sensibles au DPE et on en tient compte dans l'évaluation. Le gouvernement vient de faire marche arrière sur MaPrimeRénov', qui avait été réformée au 1er janvier. Finalement, on va revenir à de la rénovation possible, j'allais dire étape par étape, et non au monogeste. Au monogeste, et pas une rénovation globale. C'est une bonne décision? Je trouve que c'est une très bonne décision, effectivement, parce que beaucoup de personnes veulent faire qu'une mono-rénovation. C'est important aussi que les entreprises soient labellisées plus facilement également. Donc je pense que ça va dans le bon sens, ça va débloquer un petit peu les travaux de rénovation. Vous faites partie de ceux qui étaient inquiets avec cette réforme qui est mise en place au 1er janvier? Je n'étais pas spécialement inquiet, mais... On a beaucoup entendu, mais les professionnels de la rénovation, eux, qui étaient très inquiets, et le nombre de dossiers a reculé de 40% quand même sur les 2 premiers mois de l'année. Oui, là, ça va redynamiser finalement les travaux de rénovation. C'est une bonne nouvelle pour les entreprises. Et justement, dans l'atypisme, il y a de l'investissement locatif, parce que là, on parle des passoires. Parce qu'en gros, le vrai enjeu, c'est moins sur les propriétaires occupants que sur les investisseurs locatifs qui ont, on le rappelle, une deadline. 1er janvier 2025, interdiction à la location des G. 1er janvier 2028, les F. Je vous passe les 2034. Face à ces échéances-là, est-ce que vous y êtes confronté? Est-ce que dans l'atypisme, on trouve des biens locatifs? Il y a très peu de biens à la location dans l'atypique, car ce sont des biens à vivre, des biens coup de cœur. Donc le peu de fois où on a un bien à louer, c'est un propriétaire qui doit partir à l'étranger, peut-être revenir. Donc voilà, ce n'est pas le gros de notre marché. Par contre, on a du Airbnb, j'imagine? Oui, tout à fait. De la location saisonnière? Notamment, dès qu'on est dans des lieux de villégiature, on va dire 80% de nos clients cherchent une résidence secondaire. J'appelle même ça de la birésidentialité. Donc ils veulent, lorsqu'ils ne sont pas là, pouvoir le louer, l'optimiser. Et là aussi, il va y avoir un enjeu. Ça se loue plus facilement sur Airbnb, les biens atypiques? Oui, tout à fait. Parce que justement... À Britel, on va dire aussi les autres. On est censé en citer plusieurs. Donc lorsque les gens partent en vacances, ils veulent un dépaysement, à la fois sur la localisation où ils veulent, mais aussi dans le type d'habitat, donc ça joue beaucoup. Et à l'aube des Jeux Olympiques, forcément, je vous pose la question, est-ce que vous sentez qu'il y a un engouement particulier, des changements d'attitude de marché, que ce soit du côté des vendeurs, des acheteurs? Est-ce que il y a certains acteurs du secteur qui nous ont carrément dit, nous, on a des gens qui attendent pour vendre? On a de plus en plus de propriétaires qui disent je vais attendre de voir ce que je peux faire pendant les JO. Mais je ne pense pas que ce soit forcément la bonne solution, car il y a une réglementation et les JO, certes, on va louer 2, 3, 4 fois plus cher à la journée, mais ça reste une période très courte. Et moi je pense qu'il vaut mieux louer à l'année. Et puis les locataires ont déjà beaucoup de mal à Paris à trouver une location. Mais il y a quand même un effet d'aubaine important. Oui. Beaucoup de propriétaires dont les locataires ont envoyé leur congé, ont décidé de ne pas les remettre en location. À Paris, c'est de plus en plus fréquent. Oui, tout à fait.
Et du coup, vous avez un système, parce que comme vous dites qu'effectivement, c'est vrai que moi je vois, hein, on est des consommateurs malgré tout d'Airbnb l'été, ne serait-ce que pendant les vacances. Il me regarde Stéphane, mais pas moi évidemment. Est-ce que justement vous en avez fait du business chez vous? Est-ce que par exemple, typiquement, comme vos espaces atypiques sont quand même très sujets à être Airbnbisés, vous avez un service de gestion, de conciergerie sur les sites de location saisonnière? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites? C'est quelque chose qu'on commence à faire. On le teste en Charente-Maritime, donc sur l'île de Ré, l'île d'Oléron, La Rochelle, Royan, et ça marche très bien. Donc on va peut-être le développer sur d'autres régions. Dans votre bilan annuel et vos perspectives, j'aimerais qu'on parle des perspectives. Comment est-ce que vous voyez cette année 2024? Je le disais tout à l'heure, le MIPIM s'ouvre avec un petit rayon de soleil. A priori, ce sera le 6 juin, le rayon de soleil. C'est la première baisse des taux de la BCE. On l'espère, en tout cas, on sent le redémarrage, comme je le disais au début, les acquéreurs sont là, la perspective de baisse des taux qui va, je pense, entre le point le plus haut et le milieu d'année perdre 1%, donc ça va faire gagner ne serait-ce que cette baisse des taux entre 5 et 8% de pouvoir d'achat. Les prix devraient baisser, je pense, à peu près 5%, même chez nous, oui. En fait, ça se voit pas encore dans les chiffres, mais... Comme on dit en anglais, le sweet spot, c'est-à-dire le moment où les prix auront suffisamment baissé et le moment où on va sentir l'impact des premières baisses de taux. Exactement. Et ça sera le moment d'acheter. Oui, c'est déjà le moment d'acheter, parce que si on peut négocier correctement un bien et qu'on a un bon financement, on peut avoir un taux intéressant. Mais est-ce que vous observez des clients qui viennent vous voir juste pour se renseigner, histoire d'être prêts quand les taux vont réellement baisser? Vous parlez des acquéreurs? Des acquéreurs. Les acquéreurs qu'on voit depuis début janvier sont plutôt enclins à acheter. Voilà. Les autres regardent, mais ne visitent pas forcément. Moi j'ai une question. Je suis à fond, mais bon, je rêve, j'adore rêver, moi, avec les gens qu'on reçoit, mais admettons que je sois vendeuse d'un espace atypique. Est-ce que passer par vous me garantira un prix de vente plus élevé à la fin? Nous savons valoriser les biens typiques, c'est ce que nous aimons, nous savons les mettre en avant avec des belles photos, on fait attention au niveau du texte pour raconter une histoire, donc on arrive à bien valoriser effectivement les biens typiques. Mais vous avez essayé d'évaluer ça? Est-ce que ça peut être un argument de conquête pour vous, pour les clients, de dire venez chez nous parce que votre loft, moi je vais vous trouver un acheteur et au prix que vous espériez? Est-ce qu'il y a des deals comme ça qui se font? Il n'y a pas forcément de deal comme ça, mais les propriétaires de biens typiques savent que chez nous, voilà, on est le meilleur réseau pour le vendre. Vos orientations stratégiques pour cette année, vous dites diversification du portefeuille de biens. Oui, aujourd'hui on est quasi, on va dire, en totalité sur une offre de biens d'habitation. On souhaite se développer un petit peu plus sur l'immobilier professionnel, notamment de villégiature, donc les vignobles, les haras, et aller de plus en plus sur une clientèle luxe sur ces biens-là. Monter en gamme sur le marché du luxe, ça aussi c'est une priorité pour vous? Oui, on est déjà en fait sur tous les marchés, qu'ils soient milieu de gamme ou haut de gamme, mais on se rend compte que plus on monte en gamme, plus la proportion de biens atypiques est importante. Donc voilà, on a toute la légitimité pour... Et plus les acheteurs ont moins besoin d'avoir recours au crédit et sont disponibles pour acheter cash. Tout à fait, chez nos clients, la moitié déjà n'ont pas de financement. C'est vrai? Oui, c'est une bonne chose. Oh punaise. Bon, j'ai juste une dernière question moi sur l'atypisme parce que je suis à fond là-dessus. Est-ce que vous avez déjà récupéré un bien qui était vraiment pourri et vous en avez fait une pépite? Je veux dire, moi je pourrais par exemple hériter, bon, peu probable, voire impossible, de quelque chose complètement laissé à l'abandon dont je ne percevais pas la valeur réelle. Est-ce que vous avez 2-3 tips pour nos auditeurs et téléspectateurs de se dire, voilà, vous avez un terrain, un bien, machin, comment je pourrais moi identifier ce que je peux mettre en avant et voilà, est-ce que vous avez 2-3 conseils pour essayer d'identifier cette valeur-là? Après, chaque bien est différent, mais si je vais prendre par exemple une maison ancienne, celle-ci va devoir être remise au goût du jour, donc une rénovation totale. Et nous, on va savoir ce que recherchent les acquéreurs, donc ils vont rechercher des grands espaces de vie, avec en général une cuisine ouverte, beaucoup de fonctionnalités, donc une suite parentale avec un dressing, une salle de bain, d'autres chambres avec leur salle de bain ensuite, une family room. Et puis pour les biens plus haut de gamme, il faut des services complémentaires, donc une maison évidemment, il faut une piscine, il faut un pool house et avoir donc des services complémentaires, c'est important pour cette clientèle-là. Ouais. On avait beaucoup parlé des attentes des Français au moment de la crise sanitaire. Les attentes avaient été modifiées, chacun voulait son bout de jardin. Est-ce que ça concerne aussi votre segment de marché? Oui, tout à fait. Pendant le Covid, on a eu ce stop and go, on a eu une activité incroyable, justement avec des citadins parisiens ou de grandes villes qui voulaient... Ils ne sont pas revendus depuis ? Non, ceux qui sont partis en province ne sont pas revenus. Mais certains, ceux qui cherchaient une maison individuelle ont rapidement été refroidis par le coût
d'entretien, de chauffage d'une maison individuelle. Est-ce que c'est vrai aussi pour les biens atypiques? Oui. Marie le disait, ils ont souvent une étiquette énergétique plutôt dans le bas du classement. Tout dépend si le bien a été rénové ou pas. S'il a une belle rénovation, même avec des beaux volumes, des verrières, on peut avoir une isolation intéressante. Mais vous n'avez pas eu ça, parce que c'est intéressant ce que dit Stéphane sur cette espèce de... Parce que bon, on va pas se mentir, il y a eu le stop and go effectivement lié au confinement, mais aussi lié à des taux d'intérêt à 1%. Enfin, on va pas se mentir, c'était porté aussi par... Et puis, on s'est rendu compte de la réalité des choses quand on a acheté à ce moment-là, que finalement on était vachement loin de son travail et que ça nous fait de grosses dépenses en carburant, que voilà. Est-ce que vous avez eu, par exemple, typiquement un afflux de biens que vous aviez déjà vendus 6 mois avant, par exemple ou... En province, non. En région parisienne, Ouais. je dirais oui, il y a certaines personnes qui veulent revenir plus proche de Paris parce qu'ils se rendent compte qu'au quotidien, les transports, ce n'est pas simple, c'est coûteux ou ça prend du temps. On va parler un petit peu de vous. Votre entreprise, vous recrutez 300 personnes Oui, cette année, c'est l'objectif? tout à fait. Ouais. C'est difficile de trouver de la main-d'œuvre dans votre secteur également? Alors dans notre secteur, c'est pas forcément évident en ce moment parce que l'immobilier est plus compliqué qu'auparavant. Néanmoins, on a beaucoup de personnes qui veulent changer de métier et dont l'immobilier fait rêver ou qui sont déjà en poste dans d'autres agences et qui souhaitent faire du haut de gamme, rejoindre un réseau où on se fait plaisir. Donc on a un afflux de candidatures. Mais c'est à qui est important. contre-courant de la tendance, parce que là, on a quand même pas mal de réseaux, même de grandes entreprises, je pense à la promotion immobilière, mais pas que. Même des réseaux d'agents immobiliers, des courtiers qui ont été pas très bien, des notaires, des études notariales qui ferment. Et vous êtes en mode recrutement là? Tout à fait, oui. On est en mode recrutement parce que voilà, on a une demande de biens typiques qui est incroyable. Notre site a doublé sa fréquentation l'année dernière, donc il y a ce besoin, cette envie de rêver finalement, de se faire plaisir qui est toujours là, et donc des personnes qui veulent se recycler. Mais je vois que vous avez mis le paquet sur la formation des équipes. Est-ce que ça veut dire que vous n'arrivez pas à recruter et que vous montez en compétence les personnes qui sont déjà dans le réseau? Alors c'est pas parce qu'on n'arrive pas à recruter, mais on recrute des personnes qui n'ont pas forcément fait d'immobilier. Certaines oui, d'autres non. Et même celles qui ont fait de l'immobilier ailleurs, on souhaite les former. Donc on a une formation complète de 5 semaines pour qu'ils soient opérationnels et formés à nos méthodes. Mais parce que c'est aussi le retour en fait aux vraies valeurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'avais pas besoin d'un agent immobilier pour vendre. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que c'est peut-être le seul côté, je pense qu'on peut conclure là-dessus, positif de tout ce qu'on vient de traverser, c'est qu'on a redonné un sens au métier de l'immobilier? Oui, tout à fait. Ceux qui n'ont connu que les belles années trouvent que c'est compliqué aujourd'hui, alors que ceux qui démarrent dans le métier trouvent que c'est normal de vraiment avoir une action importante côté acquéreur, côté vendeur, avoir un vrai rôle de conseil. Et les biens atypiques retrouvent aussi toutes leurs valeurs. Ce sont plus de simples biens avec un défaut, bien au contraire, c'est Tout ça à fait. l'idée, quoi. Merci beaucoup, Julien, aussi d'être venu en plateau, fondateur et dirigeant du réseau immobilier Espace Atypique. Combien d'agences? 85 agences. 85 agences, fondées en 2008. C'est ça. Merci beaucoup. Au meilleur moment, dis donc, pardon, mais Tout à fait. décidément. Merci beaucoup, Marie. On se retrouve demain à nouveau pour la place de l'IMO. Dans un instant, on va vous parler du PEA. C'est un placement évidemment classique.